Merci de me donner la parole. Alors, il est 16h28, donc il va falloir faire encore un effort parce qu'on va changer un peu de perspective et de point de vue. Et je vais vous expliquer ce que Santé publique France ou l'Agence nationale de santé publique fait dans cette session, finalement. Santé publique France a été créée en mai 2016 par fusion de 4 organismes, dont l'Institut de veille sanitaire, l'INVS, et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES. Moi, je suis d'extraction INVS, je suis médecin épidémiologiste. Comme il a été rappelé, je suis responsable de l'unité traumatisme. En fait, on est en charge de la surveillance épidémiologique et de toute menace pour la santé. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est en fait très simple. C'est de rendre compte des menaces pour la santé, ici, là, ailleurs, plus ici que là, plus aujourd'hui que demain, ou moins demain qu'aujourd'hui, dans tous les domaines. L'épidémiologie, ce n'est pas du tout uniquement l'analyse des épidémies. Je dis ça pour ceux qui auraient encore un petit doute là-dessus. Et nous, à l'unité traumatisme, on est principalement centré depuis une quinzaine d'années maintenant sur la partie des traumatismes non intentionnels que sont les accidents en général. Et dans les accidents en général, il est d'habitude de saucissonner entre les accidents du travail, les accidents de la circulation et les accidents de la vie courante. Alors on produit tout un paquet de statistiques plus ou moins valeureuses qui vont des noyades aux chutes des personnes âgées, aux intoxications, aux victimes d'incendies et brûlures, etc., etc. Tout ça, c'est pour le domaine accidentel. Et on fait ça notamment par tranche d'âge, si possible par région, et par gravité. On tâche donc, pour résumer, de rendre compte de la fréquence et de la gravité de tous ces événements, on va dire, négatifs pour la santé. On ne s'occupe pas tout à fait que des accidents. Et puis d'ailleurs, l'intentionnalité, les traumatismes intentionnels, c'est les suicides, c'est les violences, c'est les agressions, c'est les faits de guerre. Quelquefois, la limite entre intentionnel et non intentionnel n'est pas si claire que ça. Il y a des questions nosologiques ou sémantiques compliquées, et notamment dans la petite enfance. Et nous y voilà, c'est-à-dire qu'il y a des domaines tout à fait connexes, et qui ont d'ailleurs été abondamment critiqués dans la littérature, d'attribuer à un accident, à un phénomène accidentel, le décès de l'enfant, alors qu'il y a des doutes sur le fait que ce n'est pas accidentel du tout, et l'imputabilité accidentelle n'est pas claire du tout. Dans les domaines connexes, il y a les morts inattendues de nourrissons, il y a les décès par maltraitance à enfants, n'est-ce pas? Et tous les décès d'intentionnalité non déterminée, comme ils sont joliment codés dans les certificats de décès. Et ça nous embête bien parce qu'en réalité, ne serait-ce que pour rendre compte des décès accidentels, il faut qualifier la frontière entre l'accidentel et le pas accidentel. Alors moi, je suis très admiratif du dossier, du degré de mûrissement du dossier bébé secoué, grâce à Anne-Laurent Vanier en particulier. J'ai lu le dossier de mise à jour de l'HAS avec les 300 références. Franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de séries de cas. Quelques publications ont été rappelées ce matin. Et il y a beaucoup de choses qui sont en devenir. Mais il y a un point qui a été évoqué ce matin à propos du travail remarquable d'Anne Turtz, publié vers 2010, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, les estimations de nombre d'enfants maltraités en général et d'enfants victimes de bébés de secouement en particulier sont que des estimations bien grossières. Je rappelle que le travail d'Anne Turtz, publié donc en 2010, il repose sur le dépouillement des comptes rendus judiciaires d'une quinzaine de tribunaux de grande instance entre 1996 et 2000. Les tribunaux de grande instance, actuellement, il y en a 36. Et c'est un travail qui a été publié en 2010, qui repose sur des données qui sont entre 1996 et 2000. Ça commence à dater. Et Anne Turtz le dit très clairement dans ses résultats. Il y a des estimations centrales. Et puis, vous savez, l'intervalle de confiance, il y a les 95% de chances qu'on a d'être entre la limite supérieure et la limite inférieure. Ils sont très, très grands. Alors, les journalistes, en général, retiennent la limite supérieure, ce qui est un petit peu déplaisant. Mais enfin, ce qui est déplaisant surtout, c'est que ce n'est pas clair, ça. Alors, là, l'épidémiologie, ce n'est pas quelque chose de très facile. On n'est pas du tout dans l'émotion, on est dans la capacité à traiter des chiffres pour rendre compte précisément si cela est possible et de quelle manière. Il y en a combien? Est-ce qu'il y en a plus en France qu'en Allemagne? Est-ce qu'il y en a plus en Nord-Pas-de-Calais qu'en PACA?
Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 2 ans? Est-ce qu'il y en aura plus demain? Est-ce que le stock, la distribution de gravité est connue? Ça a été évoqué par petites touches, mais ce n'est pas bien connu, cette affaire-là. Hein. Et nous, en prenant un petit peu de hauteur, il nous semble que dans le cadre du plan violence aux enfants de mars dernier, cette question-là, mine de rien, commence à venir au premier plan. Ça n'empêche rien des autres approches. Et là, vraiment, c'était passionnant aujourd'hui parce qu'il y a des tas de choses. Hein. Mais ça fait quand même des ordres de ne pas être fichu de savoir, j'entends 1 ou 2 décès par jour. Moi, je veux bien. De toute façon, il n'y en aurait qu'un tous les 10 jours. Ce serait le même caractère inadmissible. Donc, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Il y en a combien, en réalité? Et c'est sous cet angle-là que le dossier a été ouvert, je pense, on peut le dire, à Santé publique France, à la suite d'un courrier de Anne-Laurent Vanier au professeur Bourdillon, directeur général de l'agence. Il ne faut pas rêver, ça vient en compétition avec de centaines d'autres dossiers, hein, tous aussi impératifs, urgents et vertueux hein, pour la protection de la santé des personnes. On n'est pas en phase de moyens croissants, c'est un euphémisme. Hein. Mais enfin, il est ouvert. Hein. Et je vais prendre, par exemple, sans dire comment on va s'y prendre, parce que ça va être long et c'est toujours très compliqué. Vous savez, il y a des dossiers qui arrivent à mûrissement aujourd'hui. On a commencé il y a 10 ans. Hein, voilà. Donc, pas pour casser le moral des troupes, mais à partir du moment où on a la prétention de produire des résultats qui font ou qui feraient ou qui font référence, eh bien, il faut que ça soit aussi, sur le plan épidémiologique, correctement protocolisé, présentable devant tout public, publiable dans toute revue, déclinable en tout communiqué de presse, et, voilà, et appropriable par chacun, et avec le caractère répétitif. Et quelque chose qui m'a frappé, qui n'a pas été du tout, je pense, évoqué, à moins que j'ai zappé, il y a des difficultés de signalement, de reconnaissance, de limites nosologiques, etc., etc. On n'a pas du tout parlé, par exemple, de la manière dont un enfant hospitalisé, alors que cette hospitalisation a été reconnue parce qu'il a été secoué, il est codé comment en fin de parcours? Dans le PMSI. Ce n'est pas un point de détail, ça intersecte entre la connaissance, l'ignorance ou l'appropriation du codage par les cliniciens, l'adaptabilité du codage, vous savez, la classification internationale des maladies. Hein, il y a des codes qui sont prévus pour. Des explorations préliminaires ont justement montré que ce n'est pas cela qui a été utilisé en cas de bébé secoué hospitalisé. Voyez, donc il faut labourer absolument ça, parce qu'il n'y a pas du tout que les bébés décédés secoués qui sont intéressants, il y a aussi les survivants qui sont quand même les 3/4, et qu'est-ce qu'ils deviennent, etc., etc. Voilà, donc après je vais passer la parole à Thierry qui est plutôt sur le versant prévention. Je vais passer la parole. Vous allez passer la parole à Thierry plutôt. Hein. Voilà. Mais nous, on est dans ce triplat, c'est-à-dire quelque part, le dossier il est ouvert. Il ne faut pas attendre des miracles pour demain matin. Il nous semble qu'en collaboration avec les multiples organismes qui sont depuis longtemps sur ce sujet-là, je pense à celui que vous vice-présidez, si j'ose dire, un cycle au NDRP, par exemple, ou d'autres approches. Mais j'ai entendu des choses où il y a... dans l'optique de faire du multisource ou de récapituler de manière propre ce qu'on peut récupérer sur le plan épidémiologique des différents cheminements, hein, la brigade de protection des mineurs, les cellules dont on a parlé ce matin, etc. Tout ça est absolument à explorer et on voit bien que ça va prendre un peu de temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je savais, vous m'aviez prévenu que vous alliez faire un numéro de duettiste. En fait, j'aurais dû vous présenter tous deux en même temps. Donc, je trouve que votre propos est vraiment passionnant sur l'épidémiologie parce qu'il faut savoir compter. Et savoir compter aussi, c'est la seule façon de savoir comment marchent des campagnes de prévention, comment marche ce qu'on met en place. Et vraiment, je crois que c'est quelque chose de primordial. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Cardozo, qui est médecin de santé publique. Enfin, on va passer la parole avec Monsieur Tello, j'ai bien compris, qui est médecin de santé publique, responsable de l'unité petite enfance et de l'unité enfants et jeunes à Santé publique France. Voilà, vous avez la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, juste peut-être en 2 mots, j'ai aussi été il y a quelques années responsable du service de PMI en Guyane. Donc, c'est un sujet qui revient pour moi dans ma vie professionnelle et qui est évidemment
Bertrand l'a dit, il y a un aspect très émotionnel et qui peut parfois être difficile dans ce sujet, particulièrement de la maltraitance à enfants. Et je suis ravi de voir à quel point aujourd'hui, à la fois en termes de multidisciplinarité, mais aussi en termes de tabou social, on ose en parler aujourd'hui, alors que ce n'était pas du tout le cas quand j'étais en 94-95 aux affaires sur le terrain. Alors je voudrais justement, vous avez parlé de sciences molles, sciences dures, je trouve que c'est intéressant. Alors nous, en prévention, il y a plein de gens, vous faites tous de la prévention sur le terrain. Et je voudrais quand même rappeler que c'est là que ça se passe. Nous, à Santé publique France, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'unité, elle est toute récente, elle est née avec Santé publique France, donc elle a 1 an. Et on s'attache, nous, dans notre approche, à avoir une approche très promotion de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'intéresser à tous les environnements. Donc on voit là qu'on a à la fois besoin de l'épidémiologie, mais on a aussi besoin de mieux caractériser finalement les contextes. Et on voit là tout de suite que c'est difficile, puisque j'ai entendu dans la journée, finalement, on ne peut pas tellement définir les contextes, probablement que c'est difficile. Donc on voit bien que ça peut être difficile d'avoir des typologies, par exemple. Si on veut, nous, notre mission est de réfléchir à des stratégies d'intervention basées sur la preuve en termes d'intervention efficace. Donc on mène des expérimentations, on les évalue. Et donc aujourd'hui, dans la prévention et la promotion de la santé, notamment de la mère et de son enfant et des parents et de leur enfant, on s'intéresse beaucoup à l'amont, vraiment à l'amont, c'est-à-dire au prénatal. La question de l'anxiété pendant la grossesse, du stress pendant la grossesse, de l'inconnu, simplement de savoir, on a parlé beaucoup, je trouve très intéressant aujourd'hui, d'oser nommer en fait, et d'oser, vous l'avez dit Madame Vanier, on a tous à un moment eu envie de secouer, mais qu'une mère sache que c'est normal, déjà ça c'est important. Donc on voit bien que ça c'est un point fondamental, comment on gère nos émotions, comment on gère le stress. Donc il y a des interventions qui sont efficaces pour ça. On en expérimente, notre boulot est de les repérer, de voir aussi ce qui se fait sur le terrain. Il y a beaucoup de professionnels qui ont d'excellentes idées et souvent ça manque d'évaluation. En fait, on fait plein de choses pendant des années, on ne sait pas quelle efficacité ça a. Ça aussi c'est notre boulot, d'aider, de venir en appui méthodologique, de repérer et d'aider donc vous, les professionnels, les associations, les autorités, les institutions qui mettent en place des choses. On a discuté récemment, par exemple, avec la CNAF, il y a des relais d'assistance maternelle, il y en a 3000 en France. Donc c'est des magnifiques lieux pour juste rappeler aux assistantes maternelles qu'est-ce que c'est qu'un bébé secoué, comment aussi on peut gérer son émotion quand on est assistante maternelle, donc professionnelle, et pas quand on est maman ou papa. Alors là, ça peut paraître un peu... C'est très vaste, c'est très général. Et puis, ce que je remarque dans les premières données que vous nous avez déjà il y a quelques mois montrées, ça concerne beaucoup les pères. Vous savez, on oublie beaucoup les pères, de manière générale, autour de la grossesse. Par exemple, on travaille sur la réduction, les déterminants de la dépression postpartum. On a très peu d'informations sur les dépressions postpartum chez les pères, pourtant on sait que ça existe et on sait que ça peut être dramatique. Et on voit bien que, tout de suite, on pourrait peut-être trouver des liens autour de ça, parce que dans tout ce que vous avez montré aujourd'hui, les pères sont vraiment très impliqués en tant qu'auteurs de ces violences-là. Donc voilà, juste pour dire qu'on agit là-dedans, qu'on est impliqué bien sûr, et qu'on va s'impliquer encore plus, puisque ça c'est confirmé, le fait qu'il y ait ce plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, dans lequel le bébé secoué a sa place. Mais voilà, on intervient aussi de manière beaucoup plus large sur cette question de la maltraitance. Je crois que c'est tout ce que je vais vous dire d'essentiel. Merci.